Le président zambien par intérim a démis son principal rival de ses fonctions au sein du parti au pouvoir, une décision contestée ce mardi par l'intéressé qui fait partie des prétendants à la succession du président Sata. Deuxième jour d'affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles musulmans ougandais près de Beni. Cette ville de l'Est de la RDC est le théâtre de récents massacres qui ont fait une quarantaine de morts. Un front commun contre le terrorisme, c'est la principale résolution issue de la visite de François Hollande au Canada. En compagnie du chef du gouvernement du Canada, François Hollande a délivré un message devant le Parlement canadien. Très heureux de vous retrouver sur Sika, mesdames et messieurs. Bonjour, nous démarrons ce journal par la Zambie. Le président par intérim, Guy Scott, a démis son principal rival de ses fonctions de secrétaire général du parti au pouvoir. Une décision contestée ce mardi par l'intéressé Edgar Lungu, qui fait partie des prétendants à la succession du président décédé Michael Sata. Guy Scott, qui est chargé d'organiser des élections dans les 3 mois consécutifs au décès de Michael Sata, a donc relevé Edgar Lungu, qui est par ailleurs le ministre de la Défense et de la Justice de ses fonctions. Une information communiquée par la radio publique zambienne. Ce dernier a aussitôt dénoncé la mesure dans un communiqué lu sur la même radio publique, tandis que des médias ont fait état de débordements de jeunes lundi soir dans les rues de Lusaka après l'annonce de la mise à l'écart du ministre Edgar Lungu. Rappelons que Michael Sata avait confié l'intérim à son ministre de la Défense, Edgar Lungu, en octobre dernier, au moment où il partait pour Londres, avant qu'il ne décède le 28 octobre dernier. Guy Scott, l'actuel président par intérim étant d'origine britannique, il ne pourra pas se présenter à la présente présidentielle selon la constitution du pays, car ses parents ne sont pas zambiens. Un autre élément à présent dans ce journal, l'armée congolaise et les rebelles musulmans ougandais s'affrontent pour le deuxième jour consécutif ce mardi près de Beni. Cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de 2 récents massacres ayant fait une quarantaine de morts. Reportage. Les combats se sont poursuivis ce mardi à Muzambe, Mayangos et Toubameme entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles ougandais. Selon les sources proches des forces armées de la RDC, le bilan fait état de 3 morts, dont un officier et 2 morts parmi les assaillants. Aucune source militaire n'était joignable dans l'immédiat pour réagir, mais un haut responsable de la mission de l'ONU, la MONUSCO, a confirmé sous anonymat la reprise des combats. Ce lundi déjà, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, avait annoncé qu'il y avait eu contact entre l'armée et les rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées, dans la périphérie de la ville de Beni, à l'intérieur du parc national de Virunga. Du 2 octobre au 2 novembre dernier, les massacres successifs des ADF dans différentes localités du territoire de Beni ont coûté la vie à environ 120 personnes et poussé des milliers de familles à fuir, a recensé la société civile du Nord Kivu, appelant le président Joseph Kabila à instaurer l'état d'urgence. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, une trentaine de personnes a été massacrée à Beni, important carrefour commercial de 500 000 habitants. 11 autres ont été tués dans la nuit de samedi, quelques heures après le départ du président qui avait promis vaincre l'ADF. Hostile au président ougandais Yoweri Museveni, l'ADF est active depuis 1995 dans une région montagneuse du territoire de Beni où elle commet des exactions, massacres, enrôlements forcés et pillages contre les civils et se livre à de lucratifs trafics dont celui de bois. L'armée congolaise et la MONUSCO ont lancé depuis janvier dernier une série d'attaques qui ont affaibli l'ADF. Celle-ci a toutefois conservé une capacité de nuisance et repris l'initiative depuis la mort brutale en août dernier du général Jean-Lucien Baouma, chef des opérations de l'armée congolaise. Le Burkina Faso, à présent, les chefs de l'opposition ont rencontré ce mardi matin les représentants de la médiation tripartite conduite par les Nations Unies, la CEDEAO et l'Union africaine qui a nommé l'ancien Premier ministre togolais Udem Kodjo comme émissaire spécial pour cette crise. La situation était calme ce matin à Ouagadougou, la capitale, où le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Zida, doit poursuivre des consultations en vue de former un régime de transition qui pourrait être dirigé par un civil
civile. Le lieutenant-colonel Zida doit également rencontrer ce mardi dans l'après-midi le Moronaba, le roi des Mossi, la principale communauté du pays. Puis il s'en tiendra avec les entrepreneurs et les syndicats dans l'après-midi. Et puis toujours au Burkina Faso, dans la soirée, l'Union africaine a donné 2 semaines à l'armée du Burkina Faso pour rendre le pouvoir aux civils. C'était ce lundi, contesté par la rue et sous forte pression internationale. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a donc promis une transition dans un cadre constitutionnel, laissant entrevoir un passage de flambeau aux autorités civiles. Reportage. Cette nouvelle déclaration du lieutenant-colonel Zida laisse penser qu'un civil pourrait prendre la tête de la transition. Elle intervient alors que les États-Unis ont appelé ce week-end l'armée burkinabé à transmettre immédiatement le pouvoir aux autorités civiles. L'organe de transition lui-même sera dirigé par une personnalité consensuelle, désignée par tous les acteurs de la vie nationale. Maintenant, le Burkina Faso sait compter sur vous, sur les pays frères et amis, toute la communauté internationale, pour lui témoigner justement en ces moments-là toute son amitié et toute sa solidarité. Prenant en compte les normes en vigueur sur le plan international, l'opposition a déjà dit et redit qu'elle souhaite que la transition soit démocratique et civile. Mais l'opposition est d'avis que le modèle de transition démocratique et civile qui pourrait conduire notre pays à une nouvelle vie constitutionnelle normale ne peut être que le résultat d'un consensus national, obtenu à la suite de concertations larges, impliquant toutes les forces démocratiques et sociales et toutes les institutions du pays, y compris et surtout l'armée nationale. Le nouveau chef de la transition a encore poursuivi ce lundi ses consultations avec les forces politiques et la communauté internationale à Ouagadougou, où le calme est totalement revenu après l'intervention musclée de l'armée qui a chassé ce dimanche les manifestants des locaux de la télévision publique et de la place de la Nation, rebaptisée place de révolution et épicentre de la contestation. La situation au Burkina Faso était également au cœur d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ce lundi à Addis Abeba. Dans les rues de la capitale Ouagadougou, la circulation avait repris normalement ce lundi matin avec l'habituel balai des mobylettes. Le grand marché, centre névralgique du commerce fermé depuis 6 jours en raison des événements, a rouvert, ainsi que les banques. Les écoles qui avaient fermé leurs portes depuis le 27 octobre à cause de la situation tendue ont également rouvert. Le président français a entamé hier une visite d'État au Canada, devenant ainsi le premier président français à se rendre dans ce pays depuis François Mitterrand en 1987. En compagnie du chef du gouvernement canadien, Stephen Harper, François Hollande a entre autres délivré un discours devant le Parlement canadien. Il ressort de cette visite que les 2 pays vont faire front commun contre le terrorisme. Reportage. La France et le Canada en front commun contre le terrorisme. Le président français et le chef du gouvernement canadien ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la lutte pour l'éradication du terrorisme, en particulier sur le territoire irakien. Précisons que les 2 pays y mènent des frappes aériennes au sein de la coalition conduite par les États-Unis. Des frappes nécessaires selon le président français. Elles sont nécessaires parce qu'elles infligent des pertes à l'État islamique, ce qu'on appelle Daesh. Elles sont nécessaires parce qu'elles sont aussi un appui moral pour les populations qui sont victimes des comportements de Daesh. Mais ces frappes ne peuvent pas être suffisantes, elles doivent être accompagnées de mouvements au sol. Et en Irak, c'est à l'armée irakienne et aux Peshmerga du Kurdistan irakien de faire en sorte que les territoires puissent être reconquis. Le président Hollande a par ailleurs invité le Canada, qui est l'hôte d'une conférence sur le climat prévue l'an prochain à Paris, à être pleinement engagé dans le combat contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. François Hollande a par ailleurs adressé la solidarité de la France au peuple canadien. Il s'est recueilli devant le monument aux morts où, le 22 octobre dernier, un militaire en faction avait été abattu.
L'Argentine à présent, 2 morts et 5200 évacués. C'est le bilan des inondations provoquées par des intempéries qui se sont déclenchées depuis jeudi dernier dans ce pays. Des pluies inhabituelles et incessantes qui, en 4 jours, ont fait enregistrer un record historique de quantité d'eau tombée. Reportage. Le mauvais temps mêlant fortes pluies et vents qui touchent la province de Buenos Aires depuis jeudi a provoqué des inondations, faisant 2 morts et entraînant l'évacuation de plusieurs milliers de personnes. Un jeune homme de 22 ans est mort électrocuté à San Fernando, dans le nord de la capitale argentine, alors qu'il tentait de récupérer des affaires dans son logement inondé. C'est la 2e victime des intempéries, après la découverte ce week-end du corps sans vie d'un adolescent de 14 ans, noyé dans le Luyan, fleuve situé à 75 km au nord de Buenos Aires. D'après le gouvernement, 5203 personnes ont été évacuées dans les 19 localités de la périphérie de Buenos Aires touchées. La vérité, c'est que ça ne va pas. Quand ils veulent des votes, ils viennent tous. Mais maintenant que nous avons besoin d'eux, personne ne vient. Maintenant que les gens ont besoin d'aide, personne ne vient. Nous avons besoin de provisions, de lait. Nous ne pouvons pas sortir. Les matelas, les couvertures, tout est trempé. Mais personne ne vient nous aider. C'est une honte. Quelqu'un devrait venir nous aider, au moins quelqu'un de la municipalité. Ça a commencé vendredi, le vent du sud et l'eau qui descendait du fleuve Luyan. Nous avons dû partir parce que l'eau nous arrivait à la taille ici, dans cette zone. À Luyan, lieu de pèlerinage du nord de la capitale, le fleuve a débordé en raison des pluies incessantes, inondant le centre historique de la ville et une basilique néo-gothique datant de 1890. Dans la capitale, où en 4 jours il a plu autant que ce qui tombe habituellement en 3 mois, de nombreuses rues restaient inondées lundi, tandis que la chute de poteaux a entraîné des coupures d'électricité. À en croire le service météorologique national, il a plu 155 mm en 24 heures jeudi dernier, un record historique pour un mois d'octobre, presque autant que ce qui pleut généralement pendant ce mois depuis qu'il est enregistré les précipitations dans ce pays. L'agglomération de Buenos Aires, construite en partie sur des zones marécageuses, est fréquemment inondée. Les dernières inondations meurtrières en Argentine avaient fait plus de 80 morts à La Plata. C'était en avril 2013. La page détente de ce journal à présent nous emmène à Bora Bora. Alexandra et Nicolas ont décidé de sceller leur union à 4 mètres sous l'eau, une première dans ce lagon où près d'un tiers des touristes viennent passer leur lune de miel. Reportage. Le cadre est paradisiaque et l'expérience inédite. En voyage de noces à Bora Bora, ce couple d'Espagnols va se marier sous l'eau. Une première dans ce lagon, les organisateurs de mariage ont l'habitude des demandes extravagantes de clients souvent fortunés. Ici, la cérémonie va se dérouler selon les coutumes locales. On va leur changer les noms déjà, on va leur donner un nom polynésien en relation avec l'océan. À la suite de quoi, on va leur donner des alliances en acre, bien sûr, parce qu'on est dans la mer. Et ensuite, à la suite de quoi, on va simplement leur demander de signer un certificat de mariage. Tout est fait pour détendre les futurs époux. Ils n'ont jamais plongé et ne sont pas très rassurés. On nous a dit, on nous a bien expliqué que tout pouvait nous arriver. Donc on est tranquille. C'est parti pour 20 minutes de cérémonie à 4 mètres sous l'eau. Dans leur combinaison blanche de mariage, les fiancés sont guidés par le prêtre jusqu'à l'hôtel. Grâce aux écouteurs intégrés dans leur casque, ils peuvent suivre la cérémonie. Consentez-vous à prendre pour épouse Témoin Navarriné? Pour se dire oui, les mariés lèvent le pouce. Une fois les alliances échangées, ils signent le contrat de mariage. Pour s'unir au milieu des poissons, il leur en a coûté au total 2700 €. Encore quelques minutes d'immersion, le temps d'exécuter la première danse. Pour le baiser, en revanche, il faudra attendre de remonter à la surface. Voilà, c'est sur ces notes de bonne humeur que nous refermons cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information suit son cours sur Sika TV et sur www.sikatv.info.